heureuse de vous retrouver sur ce dernier numéro du mois, Mag Office, votre émission de divertissement. Alors, nous sommes bien installés pour vous servir. Stan, je vais dire la princesse et le prince, il est là today. On dit quoi? Et après plusieurs jours d'infidélité sur l'émission Mag Office, il est de retour. Heureusement que c'est sur l'émission que mon infidélité a été constatée, sinon que je dirais que en face de moi se trouve un autre mari et puis voilà, les gens doivent s'expliquer aux téléspectateurs. Vous avez appris ça où? Déjà, c'est quoi? C'est qui l'autre mari? Je ne vois pas. L'invité, en fait, c'est mon grand-mari. Ah. Et Stan, donc il y a grand-mari et petit-mari. Stan, c'est juste le coq de l'équipe de Mag Office. Ah, aujourd'hui, il y a aujourd'hui, je deviens juste le coq de l'émission. Et c'est quoi déjà? Je deviens juste le coq de donc, l'émission. Donc, ce n'est plus le duo, le couple de Mag Office. La semaine prochaine, on pourra voir le titre. D'accord. Nous recevons pour vous un grand homme, une grande icône de la presse béninoise. Il répond au nom de Georges Amelon. Alors, doyen, bienvenue sur Mag Office. Merci beaucoup pour votre invitation et bonjour à vos auditeurs. Merci d'avoir accepté notre invitation, c'est un plaisir. Grand plaisir. Alors, 4 rubriques au menu du jour. La princesse, tu peux nous aider? Bien sûr, Tata Monique, et je rappelle que le menu reste le même, toujours avec sa touche particulière. Tout à l'heure, il y aura l'instant humour. Derrière cette rubrique, nous aurons la découverte de l'invité, le City Mike, pour savoir ce que les autres pensent de Georges Amelon, et puis le face pour finir en beauté l'émission. Merci à toi, donc, princesse Judy. Un clin d'œil à la technique et on se retrouve juste après ce clip. Frisson, 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 frisson. À la première rubrique, instant humour.
Qu'est-ce que je t'ai fait encore? S'il te plaît, pardonne-moi. Ça va pas me plaindre ici, tu vas rentrer chez tes parents. Les mêmes choses, les mêmes problèmes, tous les jours. On va dire, moi aussi j'ai marié dedans. Tu vas prendre des chambres par chambre, des chambres, tu vas chercher toujours créer pour moi. Tu vas rentrer chez toi, il t'est amené, tu vas ramener encore. On devait passer chez l'imam ici. Regardez-moi celle-là. Elle a pris comme mon agent. Tu as pris mon agent et puis tu as fait ce là là, non? Oui, tu vas aller avec. Tu vas tout amener. Je t'attends ici. Eh oui, arrête. J'ai dit c'est fini aujourd'hui. Ah, Ocho. Tu vas rentrer. À moi? C'est moi qui t'ai amené, non? Tu vas rentrer chez toi. Oh, bah fais un cadeau, mon aïe, tu as compris? Toujours c'est ton jour. Aujourd'hui c'est mon jour. Tu as parti chez tes parents aujourd'hui. Le problème là c'est déjà beaucoup. Le dit problème c'est beaucoup. Faut pas dire. Tous les jours c'est toi ton problème. Aujourd'hui c'est faut partir chez tes parents. Camarade, si tu ne fais pas attention, je vais te filer un comme ça. Le problème de mon chambre, c'est mon problème. Faut partir, toi, faut partir. Faut quitter, oui, toi, faut quitter. Mais mon femme, il a pas de problème. Il va partir chez ses parents. Je dis de partir. Tu ne vas enlever ton nez comme ça là. Toujours, toi, ton problème, c'est problème. Faut partir aujourd'hui, là, c'est fini. Faut partir chez tes parents. Tu as parti chez tes parents. Toi, femme, toujours là, c'est problème. Tout le monde a femme dans la cour ici, là, moi, là, je parle beaucoup. Faut partir de tes parents. Je dis de partir, oui, il faut partir. C'est à moi? Voilà, il faut partir. Elle a même dit, il faut partir. Problème là, c'est beaucoup. Je dis c'est beaucoup, faut partir. Je dis, faut partir. Donc, tu devais filer ton yam maintenant. Mais fais quelque chose, regarde là dessous, regarde ce cri, c'est pas bon. Je parle, toi tu me regardes comme ça, c'est pas bon. Tout le monde est beaucoup. Regarde la dame. Papa, c'est à moi que tu as fait ça. Faut partir. Ok, tu vas regretter. Mais moi, je n'ai rien te dit. Là, tu dois regretter que c'est bon. Comment je vais faire? Viens, on va voir les gens. Quittez la maison. Alors, tu nous mets balayer tout ton pied ici. Tout le pied, là, il va balayer dedans. Pourquoi les parents mais tu crées toujours des problèmes. Toi là, vraiment, tu es mauvais. Tu me crées toujours. C'est quoi ça? Tu es mauvais. Regarde-moi ça, tu es doux même. Toi, tu es le gagné, non, non. Pas ça, c'est bon, non. Faut pas dire de tes parents. Allez, il va jonquer là-bas, mais là, il y a pas de il va chercher. Camarade, bonsoir. Voilà, j'ai beaucoup de machins ici fatigué. Lola, c'est bon, non? Oui, il faut me donner un peu de verre. Il va aussi boire. Chérie, viens donner l'eau à Baba. Négocie, elle te marie maintenant. Ah ouais, c'est bon. Homme doit avoir femme, tu as compris, non? Oui, j'ai beaucoup marché dedans là-bas, là. Ici, là, ça fait mal. Ton rideau aussi, là, ça va. Toi, là, rentre dedans. Aïe. Baba, quelle crise encore? Tu as déjà chassé ta femme, non? Réveille-toi là, tu as déjà chassé ta femme, non? Mais moi, je suis allé la draguer à nouveau. Ça, c'est pas un problème, non? Hey. Je n'ai même pas de crédit pour appeler ça. Affaire de femme, quelqu'un laisse, quelqu'un prend. Alors Stan, un petit commentaire sur ce tableau. Un petit commentaire, malheureusement, on ne sait pas ce que la femme a fait pour être envoyée. Toujours est-il que, comme l'a chanté l'autre, quelqu'un a laissé, quelqu'un a pris. Donc, avant de laisser, prenez patience.
remuer les méninges, essayer de voir s'il n'y a pas moyen de trouver une solution. Ne laissez pas et après regretter comme Baba, parce que lui, il a laissé finalement quelqu'un d'autre à récupérer et il s'est retrouvé par terre. Alors, tout est dit, hein? C'est le moment fort de l'émission. Alors, on reçoit un grand homme, je l'ai dit tantôt, on va le recevoir, mais avant, une pause musicale s'impose. Yeah, Mr. Ghost, waiting to tell me if I have a dream. Alors, nous sommes avec Georges Hamelon. Ce nom est vraiment un nom familier à la nation béninoise, mais on va le découvrir tout à l'heure sur notre émission. Déjà, le concept de l'émission, c'est de mieux vous connaître, doyen. Vous allez vous présenter brièvement. Qu'est-ce que je peux dire? Vous avez dit mon nom. Oui. Ça fait quand même quelques années que je suis dans la profession, puisque j'y suis entré en 1979, entré à l'ORTB en 1980, puis je suis parti à l'extérieur, travailler à RFI pendant quelques années avant de revenir au Bénin en 92 et de reprendre l'ORTB à nouveau à la radio nationale. Voilà ce que je peux dire. Bon, j'ai fait des études, en fait pour être diplomate. J'ai fait l'UNB à l'époque, l'Université nationale du Bénin en droit, option relations internationales, et ma formation c'était de diplomate. Mais comme j'écrivais déjà dans les journaux depuis que j'étais au collège et que je n'avais aucune envie d'aller m'asseoir dans un bureau, j'ai décidé que la presse m'inspirait un peu plus et j'ai eu la chance extraordinaire de rencontrer quelqu'un qui m'a tendu la main et qui m'a fait entrer à l'ORTB en me disant mais je connais tes écrits, je les ai déjà lus dans la presse, donc j'ai bien envie que tu viennes t'essayer avec nous. Il s'appelait Michel Ouassa, il était le patron de l'ORTB à l'époque, révolutionnaire. C'est lui qui m'y a fait entrer et je ne l'ai plus quitté à part cette escapade en Europe à un moment donné. En dehors de ça, je suis sportif puisque j'ai fait beaucoup de basket, en particulier à l'équipe nationale du Bénin pendant une bonne dizaine d'années. Puis entraîneur aussi, puisque j'ai entraîné plusieurs équipes. Et puis l'équipe nationale féminine en second à un moment donné. Bon, voilà, c'est un peu ça. J'ai bien envie de dire qu'un basketteur rencontre une basketteuse, qu'est-ce que ça donne? En tout cas, des enfants, tu comprends, non? Pas des mots. Et puis surtout une passion pour la balle au panier. C'est Tata Monique qui est la basketteuse. Ah, on ne s'est pas connus sur les terrains, sans doute parce que je les avais déjà quittés. Je n'ai pas joué plus de basket, mais par contre le hand. Ah oui. J'ai joué au hand aussi, mais c'est la passion du basket qui l'a emporté. Il faut dire que ma première sélection en équipe nationale, j'avais 17 ans, c'était au basketball. Et à partir de ce moment-là, mes profs m'ont demandé de m'y consacrer parce que je faisais un peu tout, basketball, volleyball, athlétisme, plein de choses. Grand sportif. Et puis, bon, on m'a dit, il vaut mieux que tu te canalises et que tu restes au basket. Alors, la première des choses qui vous motive dès que vous vous levez chaque matin, c'est quoi déjà? Je dirais être meilleur. S'il y a une chose qui me préoccupe tous les jours que Dieu fait, c'est d'apprendre quelque chose de nouveau, quelque chose qui permette d'améliorer la personne que je suis, de la rendre un peu meilleure. Parce que je crois que le but que nous avons dans notre vie, c'est de servir, c'est de se mettre à la disposition des autres, c'est de faire en sorte de rendre les personnes autour de vous un tant soit peu heureux. Et je crois qu'il est très difficile de le faire si soi-même on ne s'est pas affranchi de certaines choses, si soi-même on n'est pas capable de prendre de la hauteur, si soi-même on n'est pas vraiment capable
disons, de présenter aux autres la meilleure version qu'on a de nous. D'accord. Tant d'années dans la presse, vous avez vécu des événements heureux et négatifs. Alors, des événements heureux et négatifs. Vous pouvez nous raconter un, par exemple, qui vous a marqué? Heureux ou malheureux? En tout cas, on veut savoir les deux. Vous avez le choix. Je peux raconter une chose qui m'a particulièrement rendu fier, à la fois de ma profession, de la manière dont je la faisais, mais également de l'organe dans lequel je servais, c'était la radio nationale. Vous vous souvenez, à un certain moment, nous avons appris que le président Nicéphore Dieudonné Soglo était décédé. Et je me souviens que j'avais appris la nouvelle la veille. C'était une de nos consoeurs d'ailleurs, Constance Mainfond, qui me l'avait annoncé. À l'époque, j'étais chef politique à la radio nationale. Et dès la veille, je m'étais mis à enquêter sur l'information. Je n'avais aucune espèce de confirmation. Alors, je suis arrivé le lendemain au travail. Tout le monde m'a dit il faut préparer quelque chose. Et j'ai dit pas question de bouger tant que nous n'avons pas l'information, la vraie. Et puis là, les pressions se sont multipliées. Et puis à un moment, RFI même a annoncé la nouvelle. Alors là, tout le monde m'a dit maintenant il faut y aller. J'ai dit RFI, j'y ai servi. Ils n'ont pas les mêmes impératifs que nous. Et ce n'est pas parce que RFI a dit que le RTB doit dire. Et malgré toutes les pressions, nous avons pu résister. À un moment, le directeur général m'a appelé dans son bureau en me disant que je voulais être plus royaliste que le roi et qu'il fallait lâcher l'affaire. Je lui ai tout simplement demandé de m'instruire par écrit. Il m'a dit sors de mon bureau. Je suis parti. Et puis, comme ça, une inspiration, je me suis dit allons voir la clinique où se trouve le président. Allons voir sur le net si on peut avoir un numéro. Nous avons eu le numéro. À l'époque, on pouvait appeler directement de la rédaction, même l'étranger. J'ai joint la clinique. Et en 2 temps 3 mouvements, celle sur laquelle je suis tombé m'a dit je vous passe la chambre. Elle me passe la chambre, je tombe sur Madame Soglo, qui se met d'abord à m'agonir d'injures en disant que nous en voulons à son mari, nous voulons le tuer et tout ce qu'on veut. Et je me suis calmé, je lui ai expliqué simplement que c'était parce qu'on avait envie d'en savoir un peu plus. Et elle m'a dit s'il ne dormait pas, je vous l'aurais passé. Je lui ai dit mais si vous-même vous pouvez témoigner, c'est une excellente chose. Voilà. Et le RTB a eu ce scoop-là, qui est venu démentir totalement la rumeur. Et je vous assure que j'ai été particulièrement fier, en particulier de notre rédaction, qui a quand même su résister à toute la pression extérieure qu'il y avait pour finir par faire le travail comme il se devait. C'est ça, hein, le vrai journaliste. Alors, Georges Amelon, en tant qu'aîné, comment se porte, selon vous, le monde des médias aujourd'hui? Mal. Et pourquoi vous dites mal, je le dis sans embâche. Vous savez, nous sommes actuellement dans une période où nous faisons face à 2 phénomènes qui convergent vers un seul objectif, tirer la presse, les médias et les acteurs des médias vers le bas. Il y a d'abord, et ça ce n'est pas nouveau, un régime pour qui la liberté de presse ne doit pas être de saison. Je crois que vous le savez aussi bien que moi. Et puis il y a aussi toute cette paupérisation de la profession qui fait que nous sommes totalement aujourd'hui incapables de résister aux pressions qui viennent à la fois de nos besoins financiers, mais également du politique. Et ajouter à ça aujourd'hui les réseaux sociaux, cet nouvel univers des médias qui se déchaîne dès que les médias essayent de dire quelque chose de vrai, surtout quand ça va à l'encontre du régime en place. Et quand vous avez ce cocktail aujourd'hui, vous vous rendez compte que de plus en plus, quand les médias disent quelque chose au Bénin, c'est là que vous doutez. Ça, c'est vrai. Alors qu'en principe, ailleurs, quand les médias ont dit, tout le monde se dit, c'est bon, c'est parole d'évangile. Nous tombons de plus en plus bas de ce point de vue-là. Et nous avons de moins en moins de vrais professionnels. Et malheureusement, pour nous, ça ne nous fait pas honneur.
Et que pensez-vous faire pour remédier à tout cela? Il n'y a pas grand-chose à faire. Pour ceux qui nous concernent, nous qui sommes les aînés, qui sommes les plus anciens, nous avons un devoir de transmission, nous avons un devoir de formation des plus jeunes que nous. Mais je pense que nous avons aussi un devoir d'exemplarité. Il faut être capable de montrer aux autres que ce métier-là ne se fait pas n'importe comment. Il faut être capable de leur montrer aussi que nous avons suffisamment de cœur pour résister, même quand ce n'est pas forcément aisé. Et je pense que ce devoir d'exemplarité, il nous faut, nous les aînés, nous en emparer et faire les choses du mieux que nous pouvons. Après, advienne que pourra, vous savez, qu'on le veuille ou non, l'ORTB, les médias, tout ce que nous... C'est pas la maison de nos papas. Donc, nous faisons ce que nous pouvons pour que ça aille bien. Et après, bon, les autres feront leur part. Et qu'est-ce que Georges Amnon a fait de son premier salaire? Ah, je me souviens que je me suis efforcé de ne pas le dépenser. De tirer le diable par la queue s'il le fallait, mais de ne pas le dépenser. Pourquoi? Parce que je me souviens que mon père m'avait dit quand j'étais étudiant, quand tu gagneras ton premier salaire, mets-le de côté. Débrouille-toi pour toujours avoir un mois de salaire en réserve. Ah oui. Et ce conseil-là, je l'ai suivi à la lettre. Ce qui a fait que quand j'ai reçu mon premier salaire, je me suis dit, il ne faut surtout pas penser que c'est beaucoup d'argent. C'était pas grand-chose. Je crois que si je me trompe pas, c'était 48 900 et quelques francs. Mais c'est grand-chose, hein. C'est énorme. C'était ce qu'on appelait à l'époque une avance sur salaire. Et je me suis dit, il ne faut surtout pas le dépenser en entier. De toute façon, tu arrives bien à tenir avec 5 000 ou 10 000 francs par mois. Donc, il est hors de question que cet argent s'en aille. Et j'ai suivi le conseil de mon père et je me suis rendu compte que tout au long de ma vie, ça m'a énormément servi d'avoir toujours de la réserve. Parce que quand ça devient vraiment compliqué, on n'est pas dans la position vraiment d'aller s'embêter. La jeunesse d'aujourd'hui, est-ce possible de faire ça? Est-ce possible? Point d'interrogation. On s'endette d'abord. Mais vous savez, la jeunesse pour moi, elle est éternelle. Elle n'a pas d'âge, la jeunesse. Voilà. Je pense que la vérité, c'est simplement que nous avons peut-être des manières de réagir aujourd'hui, des manières d'être éduqués qui changent. Et moi, je me souviens que par le passé, quand un aîné nous disait quelque chose, comme on dit enfant, il y a donc qu'en fin pont. On ne discutait pas, on se disait il doit savoir de quoi il parle. Et en général, on essayait de s'y accrocher. Ce n'est pas que nous n'étions pas rebelles, que nous ne mettions pas certaines choses en cause, mais sur les paroles de sagesse, on se disait il faut se conformer à ceux qui l'a dit. Aujourd'hui, ce que je remarque souvent chez les jeunes, c'est qu'ils sont persuadés d'avoir découvert quelque chose de certainement plus intelligent. C'est ça, oui. Georges Amnon a suivi donc les conseils de ses parents et aujourd'hui, quand on appelle ce nom dans le monde du média, il retentit très fort. Georges Amnon est un exemple pour beaucoup aujourd'hui dans le monde des médias. Pour vous, en tant que voix autorisée, quelles sont les qualités qu'un très bon homme de médias doit avoir? Je pense que la première chose qu'il doit avoir, c'est de la générosité. On fait ce métier d'abord pour servir les autres. On fait ce métier pour les autres. Personne ne vous a demandé d'ouvrir une radio, une télé ou d'écrire un journal. Vous vous êtes levé tout seul et vous avez décidé que vous voulez faire ça et l'offrir aux autres. Et quand vous le faites, vous ne le faites pas pour vous d'abord. C'est parce que vous voulez avoir une audience auprès des autres. Et c'est d'ailleurs cette audience-là qui fait que, économiquement, par exemple, vous pouvez tenir. Si vous n'avez pas la capacité d'intéresser les autres, en général, il est très difficile de vivre soi-même. Vous êtes exactement comme un restaurant. Personne ne vous a demandé de servir à manger, mais vous décidez que vous ouvrez un maquis ou un restaurant et que les gens doivent venir y manger. Vous avez intérêt à ce que votre cuisine soit bonne, parce que personne ne revient là où il a mal mangé. Alors, à partir du moment où vous avez décidé vous-même de faire ce métier-là, il faut avoir de la générosité, il faut avoir envie d'offrir les meilleures choses possibles aux autres. Et si vous êtes capable de vous investir à ce point, de ne pas compter vos heures de travail,
d'essayer d'en apprendre tous les jours davantage, de vous améliorer, d'avoir énormément d'humilité pour écouter les autres, vous faire évaluer, vous faire corriger, vous faire avancer de plus en plus. Eh bien, je pense qu'il y a de bonnes chances pour que vous fassiez c'est naturellement cette générosité et cette humilité qui vous a amené là où vous êtes aujourd'hui, afin d'être un exemple pour les autres. Est-ce que depuis votre bas âge, c'était le journalisme, être un homme de médias qui était votre métier de rêve? Non. Je vous avoue que non, parce que je vous avoue que jusqu'au passage du bac, je ne savais pas vraiment ce que je voulais faire de mon avenir. Ah ouais. En réalité, j'écrivais beaucoup depuis que j'étais gamin. J'adorais écrire, j'adorais rêver aussi. Et concomitamment, l'un de mes rêves a toujours été de rendre service aux autres. C'était quelque chose qui me tenait depuis que j'étais gamin. Et je crois que simplement, c'est les deux choses qui se sont rejointes à un moment donné. Parce que quand j'ai fait mes études, je me disais nullement que j'allais atterrir dans une radio ou dans un média quelconque. Et quand je suis arrivé au bac et que je ne savais pas trop quoi faire, mon père m'a dit, va en droit. Ça pourra te permettre après d'être avocat ou magistrat, tout ce qu'on veut. Et puis bon, je l'ai écouté tout bêtement parce que bon, je pensais que quand ces matières-là, il était de bons conseils. Donc je suis allé en droit, j'ai fait du droit jusqu'au bout. Et puis finalement, bon, j'ai bifurqué pour entrer dans la presse, justement parce que bon, il y avait toujours cette passion de l'écriture, cette envie de donner des choses aux autres. Il n'a pas été d'accord avec vous dans le temps? Pas du tout. Et pourquoi? Mon père n'a jamais accepté que je sois journaliste. Il s'est montré très fier de ça par moments. Mais bon, je vous l'ai dit, on était aussi plutôt rebelles. Mon père n'a jamais voulu que je sois basketteur. Vous lui avez demandé la seule fois où mon père s'est montré fier, c'est le jour où une délégation de la fédération avait lui annoncer que son fils était sélectionné en équipe nationale pour aller représenter le Bénin à Lomé. C'est la seule fois où j'ai vu mon père parler à un de ses amis en disant « c'est mon fils, sélectionné pour l'équipe nationale ». Et puis, journalisme, c'était la même chose. Mon père m'aurait voulu avocat, magistrat, notaire, tout ce qu'on veut. C'était ça qui lui paraissait prestigieux. Et moi, j'ai décidé d'être journaliste. Il n'était nullement d'accord. Il a toujours déploré. Il ne m'a jamais donné sa bénédiction sur ce métier-là. Même si par moments, il a pu se montrer très fier. Mon père était à un moment le troisième personnage de l'État béninois sous la Révolution. Et le travail que je faisais pouvait plaire à certains de ses pères qui lui disaient « Ah, ton fils, j'ai adoré tel papier qu'il a fait, j'ai adoré telle retransmission, et ainsi de suite. » Et puis par moments, bon, oui, ça lui donnait un peu de fierté. Mais il n'en démordait pas. J'aurais dû quitter le métier à un moment ou à un autre. Heureusement que vous l'avez convaincu par votre travail. Ben, je me suis battu pour. Et puis peut-être que c'est aussi l'un des meilleurs moteurs quand vous voulez exceller. Des fois, on se construit contre. On se construit contre quelqu'un. Je pense que j'avais envie aussi de lui prouver qu'on peut faire des choses et les faire bien. Et bon, tout ça m'a peut-être porté aussi. Georges Amelon et la politique, qu'est-ce qu'on peut retenir? Quelle question? S'il y a une chose dont j'ai horreur, c'est dire une chose le lundi et dire le contraire le mercredi. Et dire encore une troisième chose le vendredi. Et les politiciens sont des experts dans la matière. Je ne vous cache pas que mon père a fait de la politique toute sa vie. Bien sûr. Et je dis souvent que les Apiti Maga, Romandegbe, moi je ne les ai pas connus d'abord comme des hommes politiques ou des présidents de la République. Je les ai connus comme des tontons dans le salon de mon père. Même chose pour Alphonse Allé ou je sais pas, ou même des gens comme Maurice Yameogo, président de la Haute-Volta à l'époque, le Faso actuel. J'ai connu beaucoup de personnes comme ça parce qu'elles fréquentaient mon père. Puisque depuis qu'il était étudiant, manifestement, il était très militant au sein de la FIANF, au sein de pas mal de choses comme ça. Et pour moi, il a fait la politique pour tout le monde. Merci beaucoup. On retient tout simplement que la politique, ce n'est pas Georges Amelon. Alors, qu'est-ce qui peut mettre Georges Amelon en colère?
la mauvaise foi, la malhonnêteté. Je crois que les meilleurs amis que j'ai au monde, ils ne sont pas très nombreux, ce sont les gens qui sont capables de me dire en face, tu es un con. Et quand on n'est pas capable de me dire les choses comme elles sont, il est difficile qu'on soit vraiment proche, qu'on soit vraiment amis. J'aime beaucoup la franchise, j'aime cette manière-là d'être capable de déposer les choses sur la table. Même si on doit se disputer autour, c'est pas grave. Mais on se sera dit les vérités. Et puis après, croyez-moi, ce genre de choses peut vous faire très mal. Surtout quand vous vous apercevez que quelqu'un à qui vous croyez se montre un peu traître ou ne joue pas franc jeu avec vous. C'est vraiment le genre de choses qui peuvent me mettre en colère. Mais j'avoue qu'avec l'âge, je me calme beaucoup. Il fut un temps où je ne pouvais pas... mon poing parlait plus vite que ma bouche. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas largement. D'accord. Peut-on je ne sais pas si Judith m'a jamais vu en colère depuis qu'on se connaît. Non. Même si vous donc votre mari ne se fâche pas. Ne se fâche pas. Il ne se fâche pas trop, c'est juste pour quelques secondes. D'accord. Est-ce qu'il s'est préparé au moins? Vous pouvez répondre. La question, comme il est en face de mais vous êtes l'épouse. Je ne suis pas l'invité justement. Monsieur Georges Ablon sait faire la cuisine? J'ai grandi avec une mère qui ne faisait pas de distinction entre filles et garçons. Elle vous envoyait à la cuisine. Et elle avait une manière très particulière de vous apprendre à faire la cuisine. C'était prendre une casserole, mettre de l'huile, coupe des oignons, fais ceci, fais cela. Et puis bon, le moment venu, célibataire, j'étais obligé d'assumer. D'accord. Apparemment, j'assumais. Vous allez nous préparer rapidement votre mets préféré, le plat préféré de Georges Ablon, rapidement en 1 minute. Alors, qu'est-ce que je choisirais? La vérité, c'est que pour moi, il y a quelques constantes. En tout cas, les choses que je préfère manger, d'abord à goût. Parce que j'ai avec quelle sauce? Pilé, parce que c'est la sauce d'arachide. Ok, vous allez juste préparer la sauce d'arachide. J'adore les bananes. J'adore également le riz. Il faut laisser tomber. Comme il est en face de il apprécie beaucoup de choses, beaucoup de mets. Alors, si vous voulez... C'est lui, alors son mets préféré, c'est mieux carrément. À goût, vous savez, c'est pas si compliqué que ça. Il faut faire bouillir de bonnes ignames. Le choix de l'igname est particulièrement important. Et puis après, il faut avoir un peu de force dans les bras. Maintenant, la sauce d'arachide, ce n'est pas non plus très compliqué. D'accord. Faire revenir une bonne viande que vous avez déjà tempérée, que vous avez peut-être fait frire un peu, faire revenir comme il faut dans un assortiment de condiments. Et puis, le moment venu, vous ajoutez la pâte d'arachide. Voilà, pour faire le mélange et puis la sauce, elle est prête. Voilà, le monsieur s'est préparé quand même. Mais est-ce que j'ai dit le contraire? Tu avais douté de lui au départ. Non, on n'a pas douté de lui. Tu veux qu'on annonce aux téléspectateurs que tu n'as pas préparé aujourd'hui? Parce qu'il nous l'a dit en coulisses. Oui, bien sûr. Bon, mais nous avons prévu aussi de nous rattraper. La complémentarité. C'est bien. On va juste déguster le plat du doyen juste après City Mike. Georges Ablon, pour moi, c'est une référence. J'ai eu la chance de le côtoyer lorsque je suis arrivée à l'ORTB dans les années 2013. C'est un monsieur qui m'a donné le goût du journalisme. Bien vrai que j'avais eu la chance de travailler dans une chaîne de télévision privée de la place avant d'arriver à la radio, mais quand je suis arrivée avec lui, j'ai découvert le métier autrement. J'ai appris à faire les sujets initiés parce qu'il nous disait chaque fois qu'un journaliste n'est pas celui qui couvre les sujets institutionnels, mais un journaliste, c'est à travers les sujets initiés, les sujets de terrain,
que nous proposons et que nous réalisons. Et ce n'est que de la sorte d'ailleurs que nous pourrions laisser notre nom à la génération et nous pouvons marquer l'opinion publique. Donc tout de suite, je me suis mise au pas et avec lui, j'ai beaucoup appris, j'avoue. Lorsqu'on referme la page professionnelle, c'est un monsieur assez généreux. Il savait marquer les gens positivement avec de petits gestes, pas forcément de l'argent, mais il a sa manière parfois de faire des gestes. Je retiens de lui également son passage à la tête de la direction générale. Et je crois que personne ne dira le contraire. Jusqu'aujourd'hui, plusieurs langues le disent. C'est le meilleur DG qu'on ait eu. En fait, il connaissait la maison. Il connaissait les mots qui minent la structure. En 7 mois, il avait initié des réformes qu'on applaudissait beaucoup. Mais bon, il n'a pas pu aller loin. C'est un monsieur qui connaît vraiment le métier. Et la preuve jusqu'aujourd'hui, bien qu'étant à la retraite, il est resté disponible. Lorsque nous avons des préoccupations, nous l'appelons. Moi, personnellement, il m'arrive de l'appeler. Ah, je veux aborder telle préoccupation. Et tout de suite, il t'aide à trouver une solution au problème que tu lui poses. Georges Amelon, je dirais le DG Georges Amelon parce qu'il a eu la grâce d'occuper ce poste à l'ORTB avant d'aller à la retraite. Je l'ai connu sur le terrain de basket avant de le côtoyer longuement à l'ORTB. Et il fut l'un de mes coachs. Je dirais tout simplement la rigueur dans le travail. Quand il s'agit du travail, il met toute la rigueur qu'il faut pour atteindre cet objectif. C'est ce que je retiens de l'homme. Je dois dire que moi je connais Georges Amelon depuis 1997 à travers sa voix, 1997 pour être plus précis, ou à travers donc la radio de mon feu père Ali Para, n'est-ce pas? J'écoutais la voix de Georges Amelon, la radio de Parakou, à travers donc les chroniques judiciaires de Georges Amelon, on connaissait sa voix. Nos voix se sont donc croisées, n'est-ce pas, à la radio nationale quand j'ai quitté Radio Univers pour venir renforcer mes capacités, donc venir faire le stage à la radio nationale. Je suis venu tomber sur Georges Amelon, et de tous les autres doyens qui nous ont encadrés, il y avait cet encadrement particulier, cet encadrement spécial de Georges Amelon, les techniques de rédaction, du journalisme, les techniques, dois-je dire, le savoir-dire efficace, cette particularité que Georges Amelon avait à renforcer les capacités donc des stagiaires qui venaient à la rédaction de la radio nationale. Moi, j'ai encore en mémoire les chroniques judiciaires de Georges Amelon qui remontent à 1997. Si je dois me mettre à les réciter ici depuis plus de 23 ans donc de vie, on ne va pas quitter ici comme le disent les Ivoiriens. Néanmoins, je vais vous donner un petit extrait si ça vous intéresse, bien entendu, n'est-ce pas? À brûle pour point comme ça, je prends une de ces chroniques où il dit un peu: il est 10 heures environ, le lundi 10 novembre 1990, quand l'accusé Pédi Ousso sonna au domicile de M. Zachary Sachivi à Cotonou. Il connaissait déjà la maison. Il était déjà venu effectuer des travaux en compagnie d'autres ouvriers. Et comme il a raconté lui-même, à l'époque, il avait trouvé un billet de 200 francs français en fouillant la poche du propriétaire des lieux. Et cette découverte lui a donné des idées. Quand il est revenu aujourd'hui, il est revenu avec un... Voilà, alors si je dois continuer, on ne va pas quitter ici comme je le disais. Et je pouvais vous en citer autant d'autres. Georges Amelon, c'est quelqu'un de très disponible, quelqu'un de très disposé à accompagner la nouvelle génération. Hier, Georges Amelon, c'est un grand homme. Aujourd'hui, Georges Amelon, c'est un grand homme. Demain, Georges Amelon restera un grand homme. Il faut souhaiter de Georges Amelon, que j'ai appris, il est fraîchement à la retraite, n'est-ce pas, qu'il puisse avoir toujours cette disponibilité afin que la nouvelle génération, les générations qui sont les nôtres, les générations qui viendront après nous, n'est-ce pas, puisse bénéficier de sa disponibilité, de son expérience dans ce domaine qui est un monde plutôt particulier, le monde du journalisme. Merci beaucoup. Georges Amelon, c'est avant tout un aîné, un doyen, une personne que j'ai rencontrée
à l'ORTB quand j'ai commencé mon stage. Je l'ai rencontré et tout de suite, vous savez, on était un certain nombre de jeunes là. Il nous a pris en fait sous ses ailes, il nous a formés, il nous a donné les rudiments, il nous a donné ce qu'il fallait en réalité pour réussir dans ce métier. Sans d'ailleurs vous mentir, si j'en suis à ce stade aujourd'hui, c'est grâce à lui. Je me rappelle encore de ces cours de diction qu'on faisait avec lui. C'était pas facile parce que c'est une personne très exigeante. Le travail bien fait, c'est tout Georges Hamelin. Donc, il était très exigeant. On faisait avec lui des exercices de diction. On apprenait à rédiger la revue de presse. Et puis, c'était pas facile. En réalité, quand il commence par travailler avec vous, ce n'est plus Georges Hamelin, cette personne accessible que vous rencontrez, avec qui vous pouvez peut-être rigoler et tout. Mais quand il s'agit de travail, il devient sérieux. Il prend ce temps sérieux pour pouvoir faire les choses, parce qu'en réalité la finalité compte, et la finalité c'est le travail bien fait. Ce que je retiens positivement de lui, c'est le travail bien fait. Je l'ai connu au cours de mon stage académique à l'ORTB. C'est un homme pétri de presque toutes les qualités professionnelles qu'un homme ou qu'un humain pourrait avoir au cours de sa vie ou dans sa vie. Il aime la rigueur au travail et le travail bien fait, professionnellement bien fait. Je lui ai fait des blagues. Un jour, dans son journal, il était à la présentation et puis il a ri tout le temps et sûrement il va s'en souvenir tout le temps également. Il déteste le mensonge et la fourberie, surtout la méchanceté. Il est méticuleux, il est perfectionniste et il ne mélange pas les sentiments au travail. Georges Hamelin, si tu fais mal, il te le dit avec le calme, la sérénité, la conviction qu'il faut pour que tu te rendes compte que tu as mal fait. Et quand tu fais bien, c'est le monsieur qui te félicite en premier et t'encourage à mieux faire. Comme défaut, Georges Hamelin, je ne lui en trouve pas pour le flatter, mais j'ai cherché, je n'ai pas trouvé. Et comme je le dis, je n'ai connu le personnage que dans le milieu professionnel. Peut-être que si je l'avais fréquenté en privé, je lui aurais trouvé d'autres défauts, mais sur le plan du travail, là où on s'est connu, on s'est fréquenté, je ne lui trouve pas de défauts. Georges Hamelin, je l'ai connu vers la fin de la décennie 90. Alors donc à cette époque-là, on voyait défiler beaucoup d'aînés. Je vais citer pêle-mêle Charles Torco, Agapit Napoléon, François Aoudo. Je vais citer également le regretté doyen Thomas Menyassa et bien d'autres. Sont des aînés qui ont fini par avoir un bel impact sur notre vie professionnelle. Alors donc Georges à l'époque ne manquait pas de faire une incursion à la rédaction du Progrès et c'est là que j'ai fait sa connaissance. Ensuite je l'ai eu comme formateur dans un séminaire organisé par l'UJPB à Lokossa en 2001 sous la direction de notre aîné Virgile Akovo. Je le retrouve à la radio en tant qu'encadreur info au titre du programme Antenne Vacances. En 2003, bis repetita, lors d'une visite je dirais impromptue à la rédaction de Radio Bénin, je revois Georges Hamelin et il m'a dit ce jour-là, écoute, qu'est-ce que toi tu fais maintenant? Je lui dis, bon non, je suis en stage à Radio Star, l'Étoile Rouge, mais adresse une demande de stage au responsable de l'ORTB. Bon, ce que j'ai fait et j'ai donc été retenu et voilà, depuis j'ai pas quitté. Alors, je dois dire que Georges est un battant. C'est quelqu'un de très spécial, très combatif, intelligent, intellectuel bon teint, aussi bien dans nos langues, notamment le fond, que dans la langue de Molière. C'est un monsieur qui est imperturbable, un caractère bien trempé, il est patient. Oh là là, il est surtout patient, ayant la tête sur les épaules et surtout les épaules bien en place. Georges Hamelin, il a l'écoute, il vous écoute, il sait vous donner des conseils avisés, il sait vous aider à avoir la solution à vos problèmes, à vos préoccupations, surtout quand vous en avez. Alors, son principal défaut, là je vais vous faire rire, c'est quand il choisit ou quand il décide de vous voyez. Moi je me rappelle bien, parfois il nous était arrivé à la rédaction d'être un peu têtu, parce qu'à la rédaction, bon, lorsqu'on est
étaient arrivés. Je me rappelle Henri Ndasekou, Deogracias Kendoro, les Osiasu Nouveau, Eloïse Winato, Wabi Boukari, etc. Bon, le tutoiement, c'était la règle. On se tutoyait. Nous, on était même surpris, personnellement. J'étais très gêné de me mettre à tutoyer des aînés. Mais très vite, bon, on a pris le pli. Mais, entre-temps, lorsque l'on gaffait, eh bien, Georges, très rapidement, passait du tu au vous. Et à ce moment-là, moi, je supportais moins. Donc, je me carapatais tout simplement lorsqu'il se mettait à nous, vous voyez. Alors, événements heureux et malheureux nous concernant. Je vous parlerai de ce souvenir que j'ai eu de la date du 27 mai 2016, le jour où il entre en fonction en tant que directeur général par intérim à l'ORTB. Et puis le lendemain, le 28 mai 2016, j'étais déjà à la cérémonie. On se voit à la fin de la cérémonie. Mais aussitôt le lendemain, c'est-à-dire le 28 mai 2016, je l'appelle et je lui apprends le décès de mon papa. Donc ça a été vraiment des moments à la fois heureux et difficiles pour nous. Si Georges Hamelon était une pièce symphonique, il nous faudrait au préalable monter la gamme et la descendre et choisir le nom de la pièce que nous voudrions dans cette symphonie, dans sa vie, dans sa profession. Et notre choix se porterait sur une symphonie en mi majeur. Oui, Georges Hamelon, quand je le vois, j'ai l'impression d'avoir affaire à un formateur dont je suis l'apprenant. Tellement ce jeune collègue a su discipliner et a compris qu'il faut discipliner la vie du journaliste. Le travail qu'il faut pour que l'on puisse réaliser une pièce, une production radiophonique. Il est à l'heure, ardeur au travail, il est presque un forcené de la perfection, mais elle n'existe pas. Et lorsque vous le voyez, eh bien, on ne sent pas, c'est au résultat que vous devinez que c'est quelqu'un qui a travaillé, un artisan. Or, le travail de journaliste demande autant une santé physique qu'un travail intellectuel, qu'un travail émotionnel. Et Georges Hamelon a su donner l'équilibre à ce triptyque. Si c'était deux, ça irait, mais il faut trois. Eh bien, c'est mettre son intellect à contribution à travers ses recherches, à travers sa façon de donner, parce qu'il parle bien, il écrit bien, mais il a d'autres qualités, celle du leader. Il conduit les autres comme si c'était pas lui, parce que avec les qualités, l'intégrité qu'il a, il est absolument intègre. Il croit en ce qu'il fait, mais il ne l'impose pas aux autres. Et lorsqu'il essaye justement de vous le communiquer par la parole et que vous ne comprenez pas, il se tait, travaille et finit par vous amener à poser l'acte que lui voudrait. Ça c'est magnifique, c'est-à-dire il ne fait pas pression sur ses collaborateurs. Voilà une grande qualité aussi. Mais leader, ardeur au travail, tout cela lui permet un lâcher prise extraordinaire. Ça, c'est la première fois. On le met, il s'élève comme il est capable. C'est pour ça que je vous parlais de gamme, que l'on monte et que l'on descend. Lorsqu'on lui demande de descendre, eh bien, il descend sans état d'âme. Et ça, c'est extraordinaire. Et il est sincère. Et il est d'une convivialité extra. Je crois que ce n'est pas seulement avec nous, ses collègues, mais même dans sa vie. Je saurais trop en parler, mais vous savez que une de nos jeunes collègues est son épouse. Et il faut voir ce qu'elle en dit. Il doit certainement rayonner son ardeur au travail, sa perspicacité en cette collègue qui, elle aussi, commence à monter comme une étoile. Voilà ce que je peux dire de On ignore souvent ce que nos proches pensent de nous. Alors, Georges Hamelon, il est venu de loin ou il est toujours avec nous? Il a perdu ça. Votre avis? Je parie. Je dirais que je suis extrêmement touché par ces choses-là que j'ai entendues.
On ne sait pas toujours, comme vous dites, ce que les autres pensent de vous. Et je crois que c'est pour ça qu'il est essentiel de donner le meilleur de soi-même. Oui. C'est bon? Le moment de tester notre invité, mais avant, regardez dans votre caméra là. Vous allez répondre par oui ou non. Êtes-vous rancunier? Oui ou non? Êtes-vous rancunier? Difficile d'y répondre parce que j'ai une manière de régler le problème. Je dis. Quand je dis, j'oublie. Quand je ne dis pas, c'est extrêmement dangereux. Ben, le jeu, c'est de nous répondre. Hein? Oui ou non. Êtes-vous rancunier? Oui et non. Oui et non. Je sais pas quoi dire. Croyez-vous à l'amour? Totalement. D'accord. Croyez-vous à l'amour? Absolument. Êtes-vous fervent? Pas vraiment. Pouvez-vous mentir pour de l'argent? À jamais. Êtes-vous exigeant? Oh oui. Adorez-vous les femmes? Je crois que c'est l'une des plus belles choses que la terre porte. Donc oui. Donc, oui. Donc, oui. Pensez-vous devenir polygame un jour? Non, je ne crois pas que je sois capable de supporter ça. Tout de suite, la dernière rubrique, pile ou face. Alors, doyen, on va jouer. Vous choisissez entre pile ou face? Face, bien entendu. Ok, on exécute ce qui est écrit. Rapidement, l'émission tire vers la fin déjà. Donnez-nous la quintessence de ce qui est écrit. Il faut donner une chanson de votre choix en langue fond. On y va? Alors, je pense à une chanson de Feu Gauguin, vous aimez, chanteur de Zinli. Et c'est une chanson qui me plaît beaucoup parce qu'elle dit exactement ceci. Oui. Onde kodo bibe yolo vivo tono tin wujolo dada ton jebo zon kube kene. Ni mayon wa ni wanyi wa ma volé joy no ku. C'est-à-dire en français. En français, tout ce qui commence a nécessairement une fin. Et quand un marché s'ouvre, il doit fermer. C'est ça. Exactement. J'ai dit. Et nous sommes vers la fin. Nous sommes vers la fin de l'émission. Georges Ablon, un petit rétro, un petit tour dans le passé pour savoir comment est-ce que vous avez vécu votre première relation amoureuse. Alors, j'étais au cours secondaire, j'étais très jeune, très naïf aussi, et j'adorais une de mes condisciples. Et je savais que c'était pas juste une amitié, parce que c'était la personne qui pouvait me rendre littéralement muet quand je la voyais. Et elle le savait très bien d'ailleurs, elle en jouait beaucoup. C'est quand même la femme. C'est quand même la femme, hein. Et moi, c'était vraiment quelqu'un que j'adorais jusqu'à ce que, pour une raison ou pour une autre, la vie nous sépare parce qu'elle a quitté Porto Novo à l'époque et puis nous ne nous sommes plus revus. Oh là là. Très rapidement pour finir, un message, je vais dire, à l'endroit de ceux-là qui veulent prendre exemple sur Georges Ablon pour réussir dans leur vie. Je ne sais pas quoi dire. D'abord parce que je ne me sens pas forcément comme un exemple. D'accord. Je vous l'ai dit tout à l'heure, j'essaye simplement d'être meilleur. J'essaie simplement de faire les choses bien. J'essaie simplement de faire en sorte que ceux qui vous entourent soient heureux de vous côtoyer, gagnent quelque chose à vous côtoyer. Que votre vie ne soit pas vaine, pour ainsi dire, parce que je crois que la vie, c'est d'abord le don de soi. Et à partir du moment où les gens qui m'entourent peuvent être heureux de me côtoyer, peuvent être bien avec moi, je me sens bien aussi. Merci. Alors, merci, Monsieur Georges Ablon. Entre le sport, la lecture, musique et dormir, pour votre âge, vous préférez quoi? Le tout. Le tout. Le tout. Le tout. Je fais tout ça en même temps. Parce très ravi de partager ce plateau avec vous, Monsieur Georges Ablon. Que pensez-vous rapidement de cette émission? Je pense qu'elle est tout ce qu'il faut pour que des personnes s'asseyent devant leur télé et regardent. Vous savez, ce qui manque le plus à nos programmes en général, c'est le divertissement. La production du divertissement est une constante à laquelle les télévisions nationales doivent pouvoir adhérer.
Et c'est ce que les autres ont de plus que nous. Alors, si vous êtes capable de multiplier ce genre d'initiative, je suis convaincu que votre télé n'en sera que meilleure. Merci beaucoup. Votre mot de fin? Qu'est-ce que je vais dire? Peut-être faire de gros bisous à Judith, que je retrouve ici. C'est vos noms quand même. Surtout vous dire merci. Merci beaucoup de m'avoir honoré. Merci beaucoup de m'avoir accordé cette place-là que vous venez de m'accorder. Et j'en suis réellement touché. Je n'aime pas beaucoup parler de moi en général, mais bon, pour une fois, vous... Merci d'être passé sur cette émission. Amis téléspectateurs, vous êtes témoins de tout ce qui s'est passé. Aïe. Désormais, je suis le coq de l'émission et non le prince de Julie. Donc, rendez-vous mercredi prochain pour en savoir davantage. Être le prince a ses avantages. Et ses inconvénients aussi. En tout cas, terminus pour ce numéro du jour. Merci pour le plaisir à renouveler. À mercredi prochain donc, même heure, même fréquence. Mag Office, s'informer, se divertir et plus encore.